quand on a 18 ans, 20 ans, presque je trouve ça, un peu dommage de déjà être dans ce questionnement, carriériste. Alors qu'en fait, c'est un âge pour être adolescent encore, 20 ans, je trouve, et c'est un âge de découverte, de curiosité et je trouve que les responsabilités de la vie adulte nous tombent dessus un peu vite. On veut trop parfois être quelque chose. On veut être artiste, on veut être prof, on veut être indépendant, être entrepreneur. Et en fait, c'est qu'une vue de l'esprit ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait? Hello et bienvenue dans le Sens au carré, le podcast produit par Awake qui te fait rencontrer les rôles modèles de demain. Je suis Lucie Mourer et j'ai le plaisir de partager avec vous ces rencontres. Alors, qu'est-ce que c'est un rôle modèle? C'est quelqu'un dont le comportement, l'exemple ou le succès peut être imité par d'autres. Alors ici, notre idée, c'est de vous faire rencontrer toutes sortes de parcours, de personnes et de vous permettre de vous inspirer tous les mois avec des invités qui auront la générosité de partager un peu de leur histoire. Chose rapide à savoir sur moi. Je suis lyonnaise et fière de l'être. Je travaille chez Awake depuis 2021 en tant qu'ingénieure multitâche, awakeuse et comédienne et surtout passionnée de comédie musicale. Ici, je serai avant tout votre hôte pleine de curiosité. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration et bonne écoute. Alexis, c'est un explorateur du vivant, un amoureux des expériences et des rencontres. Adolescent curieux, il trouve dans ses camarades des pairs avec qui échanger ses questions existentielles. Inspiré par le rock des années 60, comme par exemple Led Zeppelin, il suit des études littéraires sans trop savoir où elles le mèneront. Et c'est tant mieux car l'inconnu l'enthousiasme. Il est prof de français au collège d'abord, il découvre la puissance du lien avec ses élèves, certains traversent l'année sans déclic et d'autres se connectent profondément à sa passion pour la littérature. Un jour, la magie s'efface à ses yeux et alors il ose embarquer sur un nouveau bateau, changer de métier. Faire de la peinture abstraite, un bonheur pour Alexis car c'est finalement se faire rencontrer cadre et hasard, structure et spontanéité, bref, il fait tout simplement. Aujourd'hui, il est formateur en soft skills, il accompagne les organisations à mieux vivre le travail et les relations humaines. Son mantra, être libre d'être la personne que l'on veut devenir et faire ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, Alexis va nous rappeler dans cet épisode que l'on peut s'inspirer de partout, des combattants de MMA, des moines Shaolin ou des inconnus croisés dans la rue, sans jamais mettre forcément personne sur un piédestal. Je vous propose mon échange inspirant sur l'audace d'oser, la liberté d'être et surtout l'art de suivre ses envies pour devenir qui l'on est. Un grand merci pour Alexis pour cette conversation et surtout, bonne écoute. Et bonjour Alexis, bienvenue sur le Sens au carré. Je suis vraiment Bonjour Lucie. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi sur le podcast pour, faire un petit peu mieux ta connaissance et puis du coup présenter aussi avec toi ton parcours et ce qui t'a amené à prendre des décisions avec les personnes qui nous écoutent sur le podcast. Alors écoute Alexis, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs de la façon qui te fait le plus plaisir? Ouais, avec plaisir. Alors moi, je suis Alexis Dresco, je suis, formateur, formateur en soft skills, c'est-à-dire en compétences relationnelles notamment. Donc, je donne des formations en communication, en collaboration, en intelligence collective, dans des entreprises, dans des structures, diverses et variées. Je suis assez passionné par mon métier, hem et le petit paradoxe et ce qui a fait que ton podcast m'intéressait aussi, c'est que, je sais pas si je ferais ce métier-là toute ma vie, quand bien même j'en suis passionné. Parce que j'ai déjà changé plusieurs fois de métier. J'ai été professeur de français, j'ai fait de la peinture abstraite, j'ai travaillé en tant que responsable pédagogique dans une start-up sociale. Donc j'ai fait déjà, plusieurs trucs et heu et voilà, je pense être quelqu'un qui aime, la curiosité, l'engagement et j'ai des enfants aussi. Voilà, j'ai une vie de famille, c'est quelque chose d'important pour moi. Heu, voilà. OK, bah, du coup, bienvenue. Hem, donc là, tu m'as dit beaucoup de choses et moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un finalement qui a plein de plein de talents, plein de cartes, dans sa main, je dirais, pour jouer dans la vie. Ces cartes, ces différentes casquettes, capacités, c'est des choses dont tu as toujours eu conscience et que tu as toujours, su utiliser ou c'était pas toujours comme ça quand tu étais plus jeune? Hem, non, ça a pas toujours été, comme ça. Je pense que, j'ai plutôt une bonne capacité à m'adapter aux différents environnements et je pense avoir toujours eu à peu près ça. Après, je rencontre des difficultés comme tout le monde, hein, mais mais oui, je pense que c'est un enjeu important. Ce qui était difficile, quand j'étais plus jeune,
C'était, savoir ce que je voulais faire, tout simplement. J'avais toujours l'impression de pas être complètement à ma place, et je me questionnais beaucoup sur ce que je devais faire, sur mon identité, sur le sens de ma vie et cetera. Donc voilà. Ouais, ça, c'était questionnement, c'était que tu posais beaucoup ces questions-là quand tu étais enfant ou tu étais déjà un peu ado quand, c'est arrivé? J'étais déjà un petit peu ado. Quand j'étais enfant, je me posais pas trop de questions. J'ai eu une enfance, heu, heureuse, on va dire, avec l'insouciance de la jeunesse, de mon côté. OK. Et donc du coup, enfin, je parle, aussi avec le prisme de mon expérience, mais facile, d'avoir des relations sociales, avec les autres ados? Quand toi, tu te poses plein de questions et que tu te demandes quelle est ta place dans la société, qu'est-ce qui fait sens? Ou en vrai un peu galère? Justement, je trouve ça assez facile parce que, j'étais pas le seul. En fait, c'est-à-dire que, on a toujours l'impression, c'est un peu le propre de l'adolescence pour moi, on a l'impression d'être seul au monde, de se poser des questions que personne ne se pose, mais en fait, tout le monde se les pose autour de nous. Donc finalement, quand on est dans une démarche de communication, quand on communique avec les autres, souvent je trouve, que c'est pas si difficile, de trouver de l'écho et de se livrer, même si je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Mais je pense qu'on a souvent l'impression que c'est difficile pour nous parce qu'on est spécial, alors qu'en fait, parfois, c'est difficile pour nous parce qu'on a du mal à communiquer, avec les autres et à se livrer de manière sincère. Parce qu'on n'a pas toujours confiance dans les autres, parce qu'on n'a pas toujours confiance en soi, parce que c'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions, notamment quand on est jeune. Mais, mais moi personnellement, j'ai pas eu, hem, je peux pas dire que j'ai eu de difficultés dans mes relations sociales, quand j'étais jeune. J'en avais un petit peu évidemment, mais, j'ai Mmh. jamais eu de grandes difficultés à communiquer avec les autres, je pense. OK. Et du coup, pour, un peu se replonger dans ton parcours, donc comment tu étais ado? Est-ce que tu étais plutôt, team, gothique, sur, Skyblog, à partager avec tes potes, tes ressentis ou plutôt, dans la team, sportif, heu, avec, d'autres jeunes, prêts à tâter le basket ou le foot ou, rien à voir? Je t'ai présenté 2 profils très différents, mais c'est pour rentrer un peu, on est un peu tous des clichés quand on est ado et toi, c'était plutôt quoi le tien? Heu Alors oui, je pense que j'étais assez cliché comme pas mal d'ados. Moi, mon cliché à moi, c'était le côté un peu rock. C'était plus le côté rock, pas le côté gothique, mais le côté un peu rock. J'admirais un peu les rockstars, enfin les rockstars et puis les artistes de manière générale. J'avais un truc avec, le monde de l'art, donc je fantasmais, une vie d'artiste libre, on va dire. Voilà, ce qui me plaisait là-dedans, c'était, la possibilité de m'amuser, et de garder de la curiosité, de découvrir le monde et cetera. C'est quoi tes artistes références, à l'époque? Peut-être qu'ils le sont toujours encore, hein, mais Ça l'est toujours, on va dire que c'est de la culture générale maintenant, mais je sais pas, j'ai découvert des artistes, comme Led Zeppelin, comme The Who, les grandes rockstars des années 70 et 60. Je sais pas, justement, je trouvais que notamment les années 60 en musique, c'était une, période de grande liberté, de renouveau et ça m'inspirait. OK. Et donc fort de tout ça, tu passes le lycée, tu passes le bac et toi qui me disais que tu savais pas trop comment tu voulais t'orienter, finalement, comment tu te retrouves, là où tu es, à la rentrée de tes 18 ans? J'ai fait une prépa littéraire. C'était un bon calcul pour moi parce que ça me permettait d'être assez généraliste, et de rencontrer le monde intellectuel et artistique, qui m'attirait. Donc j'étais content de pouvoir, continuer à faire de l'histoire, j'étais content de continuer à faire de la philo, à faire des lettres, et à découvrir des choses que je connaissais pas. Donc ça m'a ça m'allait bien, en fait, ne sachant pas ce que je voulais faire. J'avais l'impression de pouvoir repousser un petit peu, le choix d'orientation et de carrière, que je redoutais, quand j'avais 17 ans, ouais. Et toi, enfin, tu vois, je me remets aussi dans
la personne que je pouvais être à cet âge-là, une prépa littéraire, ça aurait été un truc qui m'aurait fait vachement peur sur, sur les projections dans le futur, mais ça, c'est parce que c'était moi, en tant qu'ado angoissée telle que j'étais. Hem, Toi, le la prépa littéraire, ça te correspondait en termes de ce que tu avais envie d'apprendre, mais est-ce que tu savais déjà quel type de boulot tu voulais faire ou un peu l'impact que tu voulais avoir dans ton métier ou pas du tout encore? Bah, justement, moi, c'était un peu le contraire. Non, pas du tout. J'étais assez content de pouvoir repousser ça parce que je pouvais aussi. J'ai bien conscience que les conditions sociales sont pas les mêmes pour tout le monde et cetera. Moi, j'avais la possibilité de pouvoir faire des études de manière assez sereine. Donc je l'ai fait. Non, non, pas du tout. Moi, j'avais pas du tout cette crainte-là, si tu veux. J'avais plutôt confiance dans le fait que j'allais toujours réussir à m'en sortir et trouver un moyen de, heu, de vivre en fait, de gagner ma vie et cetera. Je me posais pas mal de questions sur ce que j'avais envie de faire, de ma peau de manière générale, des questions, on va dire, existentielles, auxquelles j'avais pas forcément de réponse. Mais j'étais pas du tout stressé sur, le métier et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu, caractéristique de notre époque parce que, on est je donne des cours, dans le supérieur en école d'ingénieur, aujourd'hui et je vois les étudiants et en fait, il y a une forme aussi de stress par rapport au métier qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont gagner leur vie? Comment ils vont, orienter leur carrière? Quand on a 18 ans, 20 ans, presque je trouve ça, un peu dommage de déjà être dans ce questionnement, carriériste, alors qu'en fait c'est un âge pour être adolescent encore, 20 ans je trouve et c'est un âge de découverte, de curiosité et je trouve que les responsabilités de la vie adulte nous tombent dessus un peu vite et on peut les repousser un petit peu, quand encore une fois c'est possible socialement. Heu, je trouve qu'on peut aussi, ne pas se poser ces questions-là tout de suite et se dire qu'on verra et avoir confiance en la vie, quoi. OK, donc toi, du coup, tu as eu l'impression d'avoir eu le temps de grandir Oui, oui, oui. et donc tu commences à devenir, tu commencé tout de suite prof de français? En fait, j'ai fait des études de lettres après. Après ma prépa littéraire, je suis allé en littérature parce que c'est là où je réussissais le mieux et ça me plaisait pour l'ouverture d'esprit que ça me donnait, ça me permettait de rencontrer des gens, assez géniaux, de faire preuve d'esprit critique aussi par rapport aux œuvres que je lisais, et j'ai passé les concours de l'enseignement parce que ça quand on fait des études de lettres, ça se présente assez naturellement, un peu comme les études d'histoire ou les études en sciences humaines. L'enseignement arrive, assez vite. Donc on passe à L2, L3, master et à un moment, on commence effectivement à se demander, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a besoin de gagner un petit peu sa vie aussi. Donc j'ai fait ça sans trop, sans me dire que j'allais forcément en faire une carrière à vie. Je me suis dit que j'allais faire ça parce que c'était une aventure dans laquelle, je me lançais. Donc j'ai passé les concours de l'enseignement. Et là, effectivement, je suis devenu professeur de français. OK, bah, enfin, moi, je trouve ça assez dingue parce que, il y a quand même un gap entre faire, des études littéraires, donc tu es quand même, dans, le cadre, dans un peu les bouquins, tout ça et hop, tu passes le saut de passer devant des classes et de devenir, toi, un vecteur de transmission. C'était un truc pour toi qui te parlait, d'être prof? C'était quelque chose que tu t'étais déjà dit, quand tu étais, toi-même, plus jeune: «Waouh, j'adore et j'aimerais» ou bref que ou alors au contraire: «J'aime pas du tout et j'aimerais être à sa place pour faire mieux». Ou tu y avais jamais pensé, tu t'es un peu retrouvé là, genre: «J'ai vu de la lumière, j'y suis allé quoi». Bah, c'était plus côté j'ai vu de la lumière. Je t'avoue que OK. j'avais pas cette vocation. C'est vrai qu'il y en a, hein, il y a des profs en fait qui, déjà enfants, ils avaient envie de faire ça, c'est une vocation chez eux, ce qui est génial. Mais moi, j'avais pas, je pense, cette vocation, cette vocation, ouais, existentielle en fait, de transmettre, d'enseigner à la base. C'est quelque chose qui est venu un peu comme ça et qui m'a plu, parce que tu rencontres des gens, quand tu enseignes, tu rencontres des humains, tu vis des aventures avec eux, et ça je trouvais ça génial et c'est ce que j'aime toujours dans mon métier de formateur et en fait, j'étais assez passionné par ma discipline, quoi. J'adorais les lettres, j'adorais, les mots, le fait d'en parler, le fait de creuser, avec les élèves, avoir des moments de
de révélation, de prise de conscience, intellectuelle que je leur permettais, je trouvais ça, enfin j'essayais de le faire en tout cas. Je trouvais ça assez, je trouvais ça assez génial et du coup, c'est venu un peu comme ça en fait. Je voyais ça comme une aventure dans laquelle je me lançais. Je me suis dit et je pense que c'est parfois comme ça qu'on peut se lancer aussi dans nos orientations, se demander: «Mais en fait, ça va être marrant. Ça va être marrant, je vais faire une aventure. Peut-être que ça va pas me plaire et je vais changer. Mais en fait, on va découvrir des choses, on va apprendre et du coup, on va évoluer donc c'est une aventure et je me suis dit: «Ça va» je me suis vraiment, je pense, formulé ça comme ça va être marrant» et la réalité évidemment fait que c'est pas toujours marrant, mais c'est une aventure de vie, quoi. Et toi, donc en tant qu'aventurier, c'est quoi l'aventure de cette période-là que t'as le plus marqué? Soit, dans le détail, un élève en particulier ou une classe ou une thématique ou même, en bien ou en mal, hein, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette partie d'aventure? Bah, écoute, ce qui a ça m'a pas mal marqué, je vais dire un truc positif, un truc négatif pour être, quand même, collé OK. avec la réalité. Heu, c'est pas évident évidemment le système de l'éducation nationale, c'est des conditions de travail pas évidentes, où, voilà, il y a pas mal de fatigue nerveuse, que tous les profs sauront de quoi je parle. En fait, c'est assez difficile, comme métier. Donc, le la gestion au quotidien d'enfants, moi j'étais en collège, est vraiment est pas facile. Donc la la le fait de devoir gérer ses émotions, surtout quand on est jeune, c'était quelque chose qui était pas facile et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé d'apprendre sur le moment. Donc il y a une forme de difficulté, donc ça m'a quand même marqué et puis sinon les expériences, le côté positif, c'est que en fait, je pense que sur une classe de 25 élèves, heu, il y en a en fait, on est face à une diversité humaine donc il y en a qu'on rencontre pas. Il y a des élèves que j'ai eus sur un an, je les ai pas rencontrés. Je leur ai donné des cours de français, ils ont appris quelques trucs et on passe au suivant, quoi. Mais parce que humainement, il y a quelque chose qui clipse pas vraiment, parce que peut-être que j'avais pas une manière d'expliquer ou une personnalité qui leur, convenait, qui les inspirait. Mais à l'inverse, des fois, il y a des élèves avec qui c'est le cas. Il y a des élèves, je sentais, bons ou moins bons, hein, c'est pas une question de niveau, mais je sentais que ma manière de présenter les choses, naturellement, leur était familière et je me disais: «Ah tiens, là, je peux faire quelque chose. Là, je peux les aider, là, je peux, je peux les rencontrer» et ça, c'était des super expériences. J'ai eu 3-4 élèves, enfin, il y a 3-4 par an, des élèves comme ça où vraiment on se dit: «Là, je peux faire quelque chose» et je me souviens d'un enfant, qui s'appelait Erwan, en 5e, qui était assez agité comme ça, très curieux, avec un esprit très bouillonnant et il avait besoin d'être canalisé et en même temps d'être stimulé et du coup, j'ai eu l'impression de pouvoir l'aider, un petit peu à mon niveau. OK. Toi, tu plutôt quel style de prof? Le style, cool, qui arrive, un peu, assis sur son bureau, ou plutôt au contraire, super carré qui, vous voit les élèves, et qui pose son cadre direct pour pas se faire bouffer? Hem, Bah, j'ai envie de te dire assis sur le bureau, ça c'est clair, première chose. Sinon, non, mais en fait, quand on commence en tant que prof, on a tous envie d'être le prof du cercle des poètes disparus, tu vois? De dire: «Non, mais bon, tous vos profs, ils vous disent ça, mais moi, je suis différent, je suis pas comme les autres profs. Avec moi, ça va être, on n'aura pas besoin de ce rapport d'autorité» et cetera. Mais en fait, ça marche pas comme ça. On se rend compte que si les profs, mettent un cadre, c'est pas pour rien, c'est que ça marche comme ça. Donc en fait, on a besoin de cadre. Donc non, j'étais plutôt dans ma personnalité, heu, un prof, on va dire cool. Mais bien sûr que je posais, des cadres et que je sanctionnais quand il fallait sanctionner. Parce que c'est des enfants. En fait, on n'est pas en formation pour adultes. Donc c'est des enfants, ils ont besoin de cadres et même d'ailleurs dans les formations pour adultes, on le pose pas avec autorité, il y a pas de rapport d'autorité, mais il y a un rapport au cadre aussi. Pour qu'on puisse avancer, apprendre des choses et passer un moment en collectif, il faut toujours un cadre. Ouais, donc toi, tu ne penses pas que le cadre se pose de lui-même? Pour moi, ça serait naïf de penser que le cadre se pose de lui-même quand on est, face à une classe de 25 collégiens.
Ou en tout cas, ce sera sûrement peut-être pas le tien, quoi. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, ça sera pas le nôtre, ouais. OK et qu'est-ce qui te fait finalement, changer de cap dans ton aventure? Bah, je te dis, en fait, moi, j'avais besoin de variété, de découvrir des choses et à un moment, je peux vraiment pas dire que j'avais fait le tour parce que je vois des profs maintenant qui sont profs depuis 10 ans et qui apprennent encore des choses, donc j'avais pas du tout fait le tour. Mais j'avais l'impression d'avoir, vécu cette expérience-là et d'avoir besoin de passer à autre chose et aussi j'étais fatigué, quoi. En fait, c'était vraiment fatigant, je sentais que j'avais besoin d'autre chose et tu vois, c'est un truc assez marrant parce que dans l'orientation des jeunes, on a souvent l'impression qu'on va trouver sa voie. On va trouver sa voie, on va trouver son orientation et après c'est bon, on a trouvé sa voie. Mais moi, je vois pas les choses comme ça. Pour moi, j'ai vécu une expérience de prof qui était une réussite puisque si c'était à refaire, je le referais. Ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens géniaux. Je pense avoir transmis des choses et appris des choses, à des élèves aussi et j'ai arrêté, voilà, j'ai laissé la place à d'autres. Pour moi, c'est pas que j'ai pas trouvé ma voie, que je me suis trompé dans mon orientation, juste, voilà, j'ai fait ça pendant un temps et puis maintenant je fais autre chose. Donc en fait, j'ai pas, j'ai changé parce que j'avais besoin d'autre chose, parce que plus, j'étais fatigué, j'étais plus forcément en mesure de donner, tout ce que j'avais à donner à ce métier, tout simplement. OK. OK, c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que, le fait de se dire, «J'avais besoin d'autre chose», c'est peut-être des éléments qu'on est amenés à penser tous, à un moment dans notre orientation, dans notre carrière. Heu, Certains matins, je me lève et je me dis: «Waouh, j'ai besoin d'autre chose» et pourtant, le jour d'après, je me réveille et je me dis que, en fait, c'est top, c'est super et pas du tout. Ou en tout cas, pas autant que ce que je pensais. Hem, Qu'est-ce qui, toi, te fait prendre conscience, tu vois, peut-être ça peut résonner avec quelqu'un qui nous écoute, aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait prendre conscience que ces besoins-là, pour toi, ils ont changé? Comment tu le sens, chez toi que là, tu es un peu désaligné avec, ce que toi tu penses, ce que tu ressens? Et hem et comment est-ce que tu te dis: «Ouais, non, là, c'est pas juste un matin, il faut plus que je ressente ça»? Ouais, c'est une super question parce qu'effectivement, le quotidien, il est jamais tout rose et ça nous arrive à tous d'avoir envie de changer, d'en avoir marre. Je pense que je sais plus qui disait ça, qu'en fait, si on fait un métier et que pendant 4 jours c'est dur, faut faire le dos rond et par contre si ça dure 4 ans, faut changer. Je pense qu'il y a un rapport, je pense que déjà, on le sent un peu, en vrai. Si on est honnête avec nous-mêmes, je pense qu'on passe nos vies à se mentir un peu à nous-mêmes, mais si on est honnête avec nous-mêmes, on le sent. On le sent si c'est juste: «Là, je suis fatigué, là, j'en ai marre, c'est l'hiver, il pleut, je suis sous l'eau en ce moment parce que j'ai plein de trucs à faire». Mais c'est comme ça, c'est une période, ça va passer. On le sent. On sent la différence avec, un désalignement ou l'envie vraiment profonde de faire autre chose. Donc je pense qu'il faut s'écouter, faut se connaître, faut en parler autour de soi. Et bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Dans le rapport au temps, alors là, je dis mon rapport au temps parce que moi, ça a été comme ça. Ça nous arrive à tous et ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir quelques jours ou quelques semaines. Allez, quelques semaines, allez 3, 4 semaines où vraiment c'est le rush, on n'en peut plus, on est crevé, on a une sale période. Mais franchement, quand ça fait plusieurs mois, moi à la fin c'était ça quoi, quand j'étais prof, j'ai fini l'année, j'ai décidé de partir, je sais plus, je crois qu'il était, je voulais finir l'année, mais on était en mars, un truc comme ça et je suis allé jusqu'à juin et j'ai senti voilà, j'en avais marre pendant plusieurs mois. Bah, quand ça fait plusieurs mois, pour moi, il faut s'arrêter. En fait, faut en parler, il faut voir les options qu'on a. Évidemment, il faut faire les choses, intelligemment. Je recommande pas de se barrer comme ça du jour au lendemain, évidemment, ça s'organise. Mais et puis, ça s'organise, mais je trouve que c'est quand ça fait plusieurs mois, c'est vraiment une alerte et et quand on le sent dans son cœur, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois, je te pose la question, mais parce que je suis en train de me la poser en même temps. Est-ce que, quand si finalement tu te retrouves dans cette position-là et que tu te dis: «OK, imagine demain je pars et je ne reviens
plus jamais dans l'établissement ou plus jamais sur ce poste-là, on me donne l'opportunité de partir, est-ce que ça me manquerait? Et si la Mmh. franchement pas du tout, ça serait un soulagement et tu as l'impression qu'on t'enlève, un poids sur les épaules en imaginant ça. Je pense que c'est plutôt le bon signe que, il faut partir. Si jamais tu dis: «Ah en vrai ça me manquerait, j'aime bien les collègues, c'est quand même sympa, finalement oui prendre une semaine de vacances pourquoi pas, mais en vrai je pense que ça irait». C'est que tu as peut-être pas tout fini encore ici. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne question à se poser et en même temps, j'ai envie de te dire que je pense qu'on regrette toujours un petit peu dans la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu des alors, c'est pas des regrets, c'est pas des vrais regrets, mais il y a des petits trucs qui m'ont manqué, dans l'enseignement. Il y a des petits trucs qui m'ont manqué dans mon boulot là quand je suis parti pour être indépendant, hem, parce que c'est la vie, parce qu'on a des petits moments de nostalgie en fait, mais je sais pas, on apprend à vivre avec ça. Quand on change d'appart, avant on avait une plus grande chambre, on avait un salon plus lumineux et ben mais là, on a d'autres avantages. En fait, il y a toujours des avantages et des inconvénients et je trouve que, le fait de te demander, heu: «Ah, est-ce qu'il y a des trucs qui vont me manquer?» est-ce je me demande si ça peut pas parfois être bloquant parce qu'il y aura toujours des trucs qui vont nous manquer, hem, mais en même temps, on sait pas ce qu'on va trouver, quoi. On sait pas les nouveaux bonheurs et les nouvelles possibilités, en fait, qu'on va rencontrer après, quoi. OK. Et ben, en parlant de ça, toi, quand tu quittes l'enseignement, heu, un océan s'ouvre à toi de possibilités et donc quand tu arrives devant ce moment où finalement tu quittes quelque chose qui est très facile, à présenter. «Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis prof de français». Mais ça, c'est génial quand on me demande, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Tout le monde voit très bien ce que c'est un prof de français, hyper facile de C'est clair. présenter. Là, tu arrives devant une multitude d'inconnus et de possibilités. Comment tu fais un choix là? Enfin, c'est là clairement, j'ai presque une petite angoisse qui monte, pour toi, quand je t'imagine, face à ce choix-là. Hem, Bah, moi, c'était assez, je trouvais ça assez excitant, au contraire d'avoir cet océan de possibilités. Heu Au début, c'est comme quand on commence quelque chose, quand on commence un sport, au début, c'est toujours génial, on se dit: «Waouh, je découvre plein de trucs, c'est trop bien» et cetera et au bout de 2 3 mois, quand l'hiver arrive, on se dit: «Ah, j'ai la flemme d'y aller, quoi». Donc là, c'est un peu ça. Au début, je suis tout excité, je trouve ça, super, je regarde plein de trucs que je pourrais faire et puis, en fait, je décide de faire de la peinture. Je fais de la peinture abstraite, ça fait un moment que je pratique, en autodidacte, en fait et là, j'ai le temps de le faire. Donc, Peu, je lis. ce que c'est que la peinture à la traite. Parce que pour moi, tu vois, tu me dis ça, j'imagine que tu fais, des tableaux blancs avec, des grosses traces de peinture bleue dessus, tu vois? Oui, effectivement, la peinture abstraite, ça désigne tout tableau, c'est des tableaux qui, représentent pas quelque chose de figuratif, quelque chose qui existe dans le réel. Un portrait, ça représente quelque chose qui existe dans le réel et l'abstrait, ça représente, rien. Ça peut être des taches de peinture, ça peut être, des formes, voilà, mais qui n'existent pas, ce que tu désignes, aussi avec le côté tableau blanc, avec, des trucs un peu bizarres ou un peu conceptuels, ça va être plus désigné comme de l'art contemporain. Moi, je fais pas de l'art contemporain, je fais vraiment des tableaux, abstraits, hem et et en fait, c'était, quelque chose que j'ai adoré faire parce que c'était très manuel, parce que pareil, ça m'a permis de rencontrer des gens, j'ai navigué un peu dans ce monde-là, mais je savais pas trop, heu, en fait, quand on est artiste, il y a aussi un truc où, on se questionne tout le temps sur ce qu'on est, ce qu'on veut montrer de soi, comment, se présenter, comment se vendre et qui je suis après tout. Donc c'est assez difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile en fait ce rapport à l'art en fait, égotique quelque part où, on est tout le temps centré sur soi, ses préoccupations, ses émotions, son art, se vendre soi. Et à un moment, j'ai eu envie de quitter ça et de revenir aussi à la transmission. Là, pour le coup, j'ai senti aussi un appel en fait, pour, revenir à l'éducation, à la formation, et un peu un «vrai travail» entre guillemets parce que quand on est artiste, on navigue un peu dans le dans dans quelque chose de plus nébuleux. Je vais pas me tenter à dire que c'est abstrait, mais et heu alors, c'est vrai que moi je fais partie peut-être des personnes qui sont extrêmement rationnelles et terre à terre.
Mais tu vois, là, quand tu m'as dit: «Tu représentes des choses qui sont abstraites», hem, je peux pas m'empêcher de me demander comment tu représentes des choses abstraites. Est-ce que c'est des choses, qui sont des concepts dans ta tête et que du coup, dans ce cas, tu représentes quand même quelque chose? Ou est-ce que tu commences à peindre et puis de là, de façon, un peu organique, il y a différentes choses qui arrivent et tu construis ton tableau à partir de, des inspirations qui viennent sur le moment? Ou, ou comment ça se passe un peu, en fait, Bah, il y a plusieurs manières de faire. Moi, ce que j'aimais bien, c'est, de laisser une petite place au hasard. En fait, je me disais pas: «Je vais peindre un truc abstrait». Je me disais: «Je vais peindre un truc beau, qui veut dire un peu quelque chose». Heu souvent je partais d'un sentiment, d'une envie. Heu, Moi, ce que j'aimais bien, c'est, l'idée de concilier justement, le hasard, de laisser la peinture couler, de faire place au hasard de l'instant. Si j'avais envie de faire un geste un peu brutal, bah, je le faisais, donc il y avait une tache de peinture d'un coup. Donc une énergie un peu, hasardeuse et chaotique, et de faire rencontrer ça avec, je sais pas, un quadrillage, quelque chose de plus carré, des règles, une mise en forme. Donc, j'essayais de jouer visuellement, avec ces 2 énergies-là. Donc, ouais, il y a quand même des choses qui se passent. Et puis, sinon, c'est pas que dans le monde des idées, en fait, c'est très physique, quoi. Je me disais: «Bah, tiens, là, j'ai mis un peu de jaune, là, c'est trop jaune de ce côté-là, je vais mettre un peu de vert. Ah tiens, c'est joli cette teinte-là, je vais mettre un peu de bleu. Non, finalement, ça va pas, on retourne le tableau». Enfin, voilà, c'est aussi beaucoup de petites réflexions comme ça qui sont purement visuelles et esthétiques, quoi. OK, donc beaucoup de assez intuitif, en fait, assez, Oui. tant dans le corporel que dans le ressenti, OK. Ça peut, ça je pense que ça peut parler finalement à beaucoup de gens qui ont peut-être du mal à se retrouver dans, l'aspect artistique très minutieux, très codifié. Un visage est un visage parce qu'on sait à quoi ressemble un visage et que ça ouvre une autre porte aussi d'expression et de libération, et qu'on n'est pas forcément obligé d'être, heu un maestro de la peinture, d'avoir fait une école d'art avec, tout ce qu'on apprend en école d'art pour, tout simplement s'exprimer sur, Oui. sur un canevas, sur un papier et je pense que ça, c'est important à dire parce que c'est peut-être, parfois, au-delà d'un métier, même dans les passions, dans les hobbies, on se met souvent beaucoup de barrières en se disant mais surtout quand on est adulte, ça je vais pas le faire parce que je suis pas bon là-dedans. Pas commencer la peinture parce que, je suis pas je serai pas bon. Je vais pas commencer la musique parce que c'est sûr que je serai pas bon et puis je vais pas prendre des cours de musique. On se met des freins souvent. Ouais, mais en fait, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, moi, pour le coup, j'en étais l'exemple. Je suis pas artiste, et d'ailleurs, même quand je faisais de la peinture, je m'en fichais de me dire que j'étais artiste. Je pense qu'on veut trop parfois être quelque chose. On veut être artiste, on veut être prof, on veut être indépendant, être entrepreneur. Et en fait, c'est qu'une, vue de l'esprit, ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander: «Qu'est-ce qu'on fait?» Moi, je faisais des tableaux. De là à dire que j'étais artiste, j'aurais pu me prendre la tête pendant 10 ans à me demander: «Est-ce que je suis artiste? C'est quoi l'art?» et cetera. Oui, c'est des discussions qu'on peut avoir, quand on boit un coup, mais au final, ce qui reste, c'est ce qu'on fait, en fait, et des fois, les blocages qu'on se met, ils tiennent à une projection identitaire où on se je pense, hein, où on se dit: «Tiens, est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis vraiment artiste?» En fait, on s'en fiche. Tu as pas besoin d'être artiste pour faire un tableau, tu as pas besoin d'être bon, tu as pas besoin d'avoir un talent pour faire quelque chose. Hem, Moi, je crois pas tellement à cette idée de talent, comme on disait tout à l'heure. Moi, je crois pas tellement à cette idée qu'on a une voie, qu'on devrait prendre. Heu, je pense que la vie est plus chaotique que ce qu'on aime à se raconter. On a des parcours, on rencontre des gens, et on a des chemins de vie qui se tracent au fur et à mesure. Moi, je crois pas à une forme de prédestination où il y a ça ma voie, voilà, non, moi, c'est peut-être malheureux et c'est peut-être, pas rassurant. Peut-être qu'on nous écoute en se disant: «Oh là là, du coup, quel sens je donne à ma vie?» Bah, peut-être qu'il y a pas de sens, et peut-être que c'est OK qu'il y ait pas de sens à donner. Il y a pas de direction, en fait. C'est nous qui donnons une direction au quotidien, et on navigue, en fait, on découvre, on voyage, on se balade, en fait. OK et toi dans ta balade, du coup, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans tes actions?
Donc, je sais que tu m'as dit que tu faisais de la formation, mais du coup, tu fais quoi concrètement avec tes bras, avec ton corps, avec ta voix? Qu'est-ce que tu fais? Hem, Moi, ce que je fais, c'est que je fais des trucs assez différents tous les jours déjà, donc c'est ce que j'aime faire et qu'est-ce que je fais? Je vais dans des organisations. Ça peut être un EHPAD, ça peut être, un, dans un magasin, qui vend de la nourriture, ça peut être, dans des écoles, dans des BTS, dans des entreprises diverses et variées. Donc je vais dans des organisations et je les aide à, je fais des formations là-bas pour développer les compétences humaines, donc la communication, la collaboration. Que en fait, ce que je fais, c'est que je milite aussi pour, l'épanouissement individuel au travail. Tu vois, pour moi, s'émanciper en tant que salarié, faire preuve d'esprit critique, vis-à-vis du marché du travail, de ses collègues, de l'entreprise dans laquelle on est, s'épanouir dans son travail, s'affirmer, c'est un truc super important, heu, à la fois pour les gens et aussi pour, l'entreprise, pour l'organisation. Heu, pour moi, c'est quelque chose de super important dans une entreprise que chacun se sente libre de communiquer, de collaborer, de faire des feedbacks et qu'il soit heureux, heu, là où il est au travail. Parce que c'est à cette seule condition-là qu'une entreprise peut être florissante, je pense. Donc moi, c'est ce que je fais. Je vais au quotidien, dans des organisations et j'essaye de dénouer des tensions de communication, de collaboration et d'aider un petit peu à mon niveau. Après, on parlait de l'enseignement tout à l'heure, c'est pareil, c'est-à-dire que les formations, tu donnes quelque chose, tu mets à disposition, tu débloques des petites choses, mais c'est des soft skills, c'est des compétences souples, c'est pas des hard skills, c'est pas des compétences, dures. Donc c'est pas, heu, c'est pas des formations où il y a une case à cocher, c'est bon maintenant je sais communiquer. C'est quelque chose qui se vit et qui, moi je donne des outils, on s'exerce et et c'est vivant, quoi. Et et donc du coup, toi, tu as travaillé un peu déjà, en entreprise où tu arrives vraiment avec un regard extérieur, fort de la cohésion et de la coopération que tu as pu en comprendre et tu as pu mettre en place, dans tes expériences précédentes, ce qui te permet de calquer cette expérience qui est assez générale sur le reste, ou tu as quand même aussi eu, une expérience, en entreprise, pour expérimenter tout ça? Oui, oui, bien sûr, j'ai une expérience en entreprise, sinon je me permettrais pas d'en parler, je pense. J'ai travaillé dans une start-up sociale. Oui, oui, ça aurait pu effectivement, ça aurait pu, mais mais en tout cas, enfin, j'ai, je me suis intéressé au monde de l'entreprise, heu, parce que aussi j'y ai travaillé et j'ai vu ces tensions, ces mécanismes en interne, avant de former, d'être formateur et du coup de les voir en tant que formateur. Parce que quand on va dans les organisations, c'est aussi ça qui me passionne, on voit tout. En fait, on voit tout ce qui se passe. On arrive, on passe 2 jours, avec eux dans leur intimité professionnelle. Hem et pour revenir à ta question, oui, j'ai travaillé en entreprise, j'étais responsable pédagogique, hem, d'un organisme de formation qui s'appelle Compagnie et qui était, où j'ai vécu une expérience très riche pendant quasiment 4 ans. J'ai fait une alternance là-bas et puis, j'étais embauché et mon métier, c'était, donc j'étais formateur, je donnais quelques formations. Je gérais, les formateurs aussi. On avait une quarantaine de formateurs, en France, et je les recrutais, je les positionnais sur les différentes missions et cetera et je faisais de la pédagogie. Donc je créais les formations que, je donnais aux formateurs pour qu'ils aillent les dispenser, chez les clients, sur le terrain. Je vois le concept, ouais. Voilà et du coup, c'était une expérience qui m'a beaucoup appris parce qu'on donnait des formations sur les soft skills justement, la collaboration, l rendre la gouvernance plus horizontale, on va le dire comme ça en un mot, et du coup, je me suis passionné pour cet univers-là, pour, les soft skills et cetera. Je me suis formé et puis, j'ai beaucoup appris, sur les organisations, et sur la pédagogie pour adultes aussi et je me suis senti en fait de me de me de me mettre en formateur indépendant. OK. OK, OK. Et aujourd'hui, c'est quoi tes horizons? Est-ce que tu les pas aperçois? Est-ce que ça ne t'intéresse pas de les imaginer? Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui? Moi déjà, je vis,
très bien mon statut d'indépendant Mmh. parce que, en fait, je pense que c'est un statut qui me correspond plutôt bien, de pas avoir de compte à rendre, de pas avoir de patron, même si on était une entreprise assez libérée, donc j'avais pas j'avais pas la pression avec le manager toxique et cetera comme certains peuvent le vivre malheureusement. Moi, j'ai pas connu ça, donc moi, je vis assez bien en tant qu'indépendant. Après, qu'est-ce qui me drive? J'aime bien moi la variété des expériences que je vis, quoi. Un jour, je suis dans une entreprise, après je suis dans une autre, après je suis dans une école, donc j'en apprends vraiment toutes les semaines, aucune semaine ne se ressemble et ça, c'est quelque chose que moi j'adore. Je sais qu'il y a des gens à qui ça fait peur, qui n'aiment pas ça et c'est OK, chacun est différent. Mais moi, j'aime bien en fait cette variété-là et les perspectives que j'ai, heu, bah, tu vois, je sais pas si je ferais ce métier-là, si je ferais ce métier-là toute ma vie. Franchement, j'espère pas. Je suis vraiment passionné par ce que je fais, sincèrement, j'adore ça, et je me lève le matin avec le sourire. Le lundi matin, je vais au boulot avec le sourire, mais je sais pas si je ferais ça tout le temps. Par contre, j'aimerais bien, me développer, dans mon activité de formation. Comme je te le disais, j'ai des convictions en fait, et un c'est pas un combat, j'ai pas envie de faire une métaphore belliqueuse, mais il y a une transformation du monde du travail à effectuer pour moi, vers plus d'épanouissement, vers plus d'autonomie, heu et vers plus de confiance aussi. Pour moi, c'est important de sortir d'un mode managérial, parfois encore trop paternaliste, heu, donc ça, c'est quelque chose qui me drive et je pense, que c'est quelque chose qui m'anime et dans lequel je vais rester. Alors est-ce que, je vais rester formateur? Est-ce que, je vais, tu vois, heu, avoir, des formateurs à moi que, j'envoie sur différentes missions et cetera? Oui, tout à fait, c'est possible, mais j'ai pas de plan, si tu veux, à part, développer, une activité de formation riche pour, aider au maximum les organisations que je rencontre. OK. Et est-ce que tu as des personnes autour de toi ou des lectures qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré dans ce que tu fais aujourd'hui ou qui continuent de t'inspirer encore? Ouais, carrément, carrément. Ben, bah, déjà la boîte dans laquelle j'ai bossé, Compagnie, c'est, une boîte qui travaille dans le secteur médico-social et qui m'a beaucoup inspiré. J'y ai travaillé, c'était le cœur de mon apprentissage sur le terrain. Heu, c'était assez riche. Heu, il y a plein de formateurs en fait, qui sont assez géniaux. Je parle de ceux que je connais personnellement, mais une formatrice qui s'appelle Carole Rivoire, qui m'a beaucoup appris, qui m'a formé, à la communication assertive notamment, qui a changé pas mal de choses pour moi. Donc il y a des gens que j'ai rencontrés, sur le terrain. Hem, il y a aussi, des lectures. Moi, j'aime bien, en fait, le média, livre, donc il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. J'étais assez inspiré récemment par, Patrick Vivray, qui a écrit plusieurs livres, dont, La colère et la joie et qui, travaille sur la construction de désaccords. Donc, comment dans les organisations, on construit des désaccords de manière respectueuse, pour faire grandir les organisations. C'est exactement mon sujet et ça m'a pas mal inspiré. Heu Sinon, qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? J'ai envie de te dire, il y a plusieurs choses, hein. Toutes les conversations que j'ai, la diversité des opinions, m'inspire beaucoup, hem et presque j'ai envie de te dire, ce qui m'inspire, c'est aussi des choses éloignées de moi. Hem, Tu vois, on a toujours l'impression qu'on s'inspire ou qu'on a des modèles, en fait, qu'on va essayer de copier. Bah, pas toujours, quoi, en fait, j'aime pas trop, moi, avoir des idoles. J'ai pas vraiment d'idoles. J'ai des trucs qui m'inspirent, tu vois? Par exemple, je suis admiratif et inspiré par les sportifs professionnels. Je suis pas moi-même sportif professionnel et puis loin de là, mais tu vois, les combattants de MMA, c'est quelque chose que je trouve complètement dingue parce qu'ils ont un courage et une discipline, pour le coup, que je trouve inspirante. Je trouve pas forcément inspirante leur activité en tant que telle, mais le fait d'avoir ce courage, cette discipline, cette force, ça, je trouve ça inspirant. Hem, je suis inspiré par les grands entrepreneurs, parce qu'ils ont un aplomb et une confiance en eux qui est génial, heu et ça m'inspire sur ce trait-là en particulier. Je suis inspiré par les moines bouddhistes pour la simplicité
de leur bonheur, tu vois? Donc c'est parfois des trucs éloignés de nous qui peuvent nous inspirer, je trouve. J'ai l'impression en t'écoutant que tu as vraiment une posture de quelqu'un qui est un aventurier dans le monde et qui a envie de découvrir plein de choses très différentes, avec vraiment pas une posture de jugement, vraiment une posture de découverte et de prendre juste ce qu'il y a à prendre un peu de partout pour l'ajouter dans son sac et avoir un sac, bien rempli de d'inspiration, d'expériences, pour pouvoir en faire, à un moment quand, il rentre chez lui de temps en temps, une petite popote, pour en ressortir une formation, pour en ressortir une histoire, en ressortir un tableau, que sais-je. Et que, tu as vraiment cette posture-là de: «Waouh, j'ai envie de découvrir et de tout voir, tout ou en tout cas le plus possible». Ouais, c'est ça. Après, on pourrait presque considérer que c'est un peu dangereux ou que c'est un peu une malédiction, tu vois? Alors évidemment, je nuance un peu parce que bien sûr que moi, j'ai une vision comme ça, on va dire, expérientielle de la vie, et de la vie professionnelle notamment. Mais, bien sûr qu'on a des objectifs à plus ou moins, moyen terme, que, on a quand même un cadre, qu'on avance quand même, dans une certaine direction, tu vois? Moi, j'ai pas fait des boulots si différents. Enfin, tu vois, j'ai été prof, j'ai fait de la peinture, c'est différent, mais je suis revenu, maintenant c'est de la formation. Tu vois, c'est toujours, sur, la communication, donc il y a quand même un je trouve ça, enfin, bien sûr, j'ai cette posture-là et c'est quelque chose que je trouve, important de rappeler qu'on peut avoir cette posture-là. Heu, J'aime pas la vision verticale de la vie où en fait on construit, on monte vers le haut, on réussit avec une idée un peu du côté successful comme ça ou de la construction d'un capital, moi c'est pas ma vision des choses, j'ai une vision plus horizontale, on va découvrir. Après, bien sûr qu'on a des objectifs et que c'est beau de construire des choses dans la durée. Heu, Moi je pense à un truc, tu vois ma belle-sœur, elle, quand elle était petite, elle avait l'impression qu'on l'appelait quand elle entendait les sirènes des ambulances. Elle avait 8 ans, quoi, et en fait, voilà, elle avait ce truc avec, les ambulances, les médecins et ben, maintenant, elle a 35 ans, elle est médecin urgentiste, quoi et elle a jamais dévié de ce truc-là. Il y a des gens, ils ont un truc, c'est leur truc, quoi, mais génial et je suis un peu admiratif de ça parce que c'est bien pratique au niveau existentiel, mais je pense qu'il faut faire avec ce qu'on est et moi, je suis pas comme ça donc voilà, on négocie, on navigue et moi, je trouve ça excitant aussi de se poser des questions au quotidien sur ce qu'on a envie de faire et ce qu'on va faire après, quoi. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que, c'est assez rare qu'on ait justement des, heu, personnes qui peuvent nous raconter, justement leur histoire qui pourrait sembler floue et un peu incohérente. Alors qu'en fait, c'est tout se tient. Quand, toi tu racontes, ton parcours et c'est hyper cohérent et en fait, tu as des petits appels à chaque fois vers, des différentes choses et je trouve ça super inspirant parce que, moi je fais pas forcément partie des gens notamment qui ont eu un gros appel vers quelque chose. Je Mmh. suis projetée vers: «Tiens, là, ça a l'air sympa, allons-y», mais sincèrement, sans me dire: «Je suis sûre que c'est là qu'il faut que j'aille, je veux faire ça, je sais ce qui m'attend», mais plutôt en me disant: «Pourquoi pas?» et à chaque fois, ces petits appels-là, en fait, ils ont autant de valeur qu'une grande vocation qui nous aurait appelés depuis qu'on est tout petit et que c'est super OK de pas l'avoir et que, ça se construit au fur et à mesure et c'est tout aussi bien, c'est tout aussi juste et c'est intéressant et c'est important d'avoir des témoignages comme le tien qui montrent que qu'on a beaucoup de chance de vivre dans un univers qui est aussi ouvert quand on lui ouvre les bras. Ouais, carrément, carrément, je suis d'accord, c'était un peu le message que je voulais faire passer aussi, que c'est OK de ne pas avoir un grand rêve, de pas rêver de devenir un grand entrepreneur ou un grand footballeur, voilà, on peut aussi, comme tu le dis, ré fonctionner par appel, plus modeste, dans le présent, au quotidien, quoi. OK. Est-ce que, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Alexis, est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre, sur si on a envie de voir ce que tu fais, de pouvoir, te contacter? Ouais, carrément, bah, je fonctionne pas mal avec LinkedIn, donc LinkedIn, à mon nom, Alexis Dresco, voilà, n'hésitez pas à me
m'écrire si vous avez des questions ou à regarder mes publications. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce moment, Alexis. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère surtout qu'il vous aura inspiré. Vous l'aurez compris, on peut tous devenir le rôle modèle de quelqu'un et on peut tous inspirer quelqu'un autour de soi. Alors continuez à cultiver votre unicité, continuez à cultiver ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse et surtout, partagez-le. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à l'écouter, le réécouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou lui mettre une bonne note sur votre application de podcast, c'est important. Et surtout, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram BeAwake, on est aussi sur TikTok, BeAwake, et sur Facebook, LinkedIn. LinkedIn, c'est là où vous pourrez retrouver des articles de blogs qui sont sur notre site internet. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.